Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Dr. Faré pour continuer sa conférence sur le stress aigu. Bienvenue. And you can get started. Bonjour tout le monde, c'est bien de vous revoir. Tout à l'heure, on était en train de se parler entre collègues au sujet des événements qui vous arrivent d'ici demain, peut-être avec Irma. Tout le monde s'inquiète. Juste pour vous dire qu'on pense à vous, vous êtes dans nos pensées, nos prières. Espérons que tout va très bien se passer, qu'il n'y aura pas de problème. Mais aujourd'hui, puisque tout est normal encore, on continue avec le cours. La semaine passée, on a parlé de stress aigu, toujours avec le document que vous avez, on a déjà partagé avec vous sur MHK. Encore, les documents ont été distribués pour vous, pour notre classe, mais en principe, ce sont des documents qui n'ont pas encore des documents formels de OMS, Organisation mondiale de santé. Ils nous ont demandé de ne pas distribuer encore de façon large. Mais là, entre nous, pour notre classe, on le fait parce qu'on a vraiment besoin de s'en servir. Dans ce cas, ils sont bien d'accord qu'on s'en sert, mais ce n'est pas encore pour la distribution partout. Donc, juste un petit aide-mémoire pour nous à savoir. Alors, je vais juste vous donner un petit résumé de ce qu'on avait fait, de quoi on avait parlé la semaine passée. Après, on va répondre. Donc, stress, juste inaperçu, le stress aigu. OK. On s'était dit que dans les urgences humanitaires, tremblement de terre, ça peut être n'importe quoi, dans une urgence où il y a des événements très traumatiques, des événements intenses, tout le monde peut être affecté parce que tout le monde est exposé. Tout le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire les adultes, les adolescents, les enfants, n'est-ce pas? Souvent, on oublie les enfants, souvent, on oublie les ados dans ce qui concerne la santé mentale. Donc, juste pour un petit aide-souvenir, hein, pour se souvenir qu'il faut toujours regarder les adultes, les femmes, les hommes, les adolescents, les petits-enfants aussi, parce qu'ils sont exposés. Et quand ils sont exposés, il y a aussi un potentiel pour avoir une forme de traumatisme. Okay? Ce sont des événements, ces événements déclenchent, hein, ça déclenche un éventail, c'est un éventail de réactions, et ce sont des réactions émotionnelles, cognitives, et aussi au niveau de comportement, et aussi somatique, n'est-ce pas? Donc ça peut être les quatre, émotionnellement, cognitivement, comportemental et somatique. Non. La plupart des réactions sont quand même limitées, n'est-ce pas, et ils vont se passer, ça va passer. Les réactions qui sont là sont des réactions assez larges, assez intenses, mais c'est pas très grave. On a une certaine résilience en nous et ça va se passer. Mais des fois, ça peut devenir un trouble psychologique et ça peut être le stress aigu. Alors, les personnes qui présentent les symptômes significatifs du stress aigu sont plus à risque, on peut dire, certains risques. Donc, ça serait bien qu'on puisse les orienter vers les centres ou vers les services où on peut les aider. On a parlé du fait que c'est quand même une question du temps. Il faut regarder que ça fait combien de temps que ça s'est passé. Et il faut aussi décider pour la prise en charge. On se rappelle encore que la prise en charge peut être simplement psychologique, psychosociale et pas avec des médicaments. Souvent, la plupart des cas, on préfère ne pas donner des médicaments. La prise en charge n'est pas médicale. De façon comment on dit ça? C'est ça, ne pas donner des médicaments. Plutôt essayer de passer par des services psychosociaux autant que possible. Mais évidemment, c'est un jugement clinique que vous allez faire.
Alors, les symptômes, l'évaluation et la prise en charge du stress aigu. Okay? Ce sont les 3 sujets dont on a parlé. Et c'est pas juste le stress aigu, il y a aussi le deuil. Hein. S'il y a une personne qui est morte dans la famille, on peut aussi avoir des symptômes de deuil. Okay? C'est quand même, ils ont des points, beaucoup de points en commun. Donc, c'est important de différencier entre, entre ça. Alors, on a, je regarde ici pour vous dire où aller exactement. Donc, on va reprendre vers, je pense que c'était 20. If you could look at slide number 17, please, Amanda. Okay, sure. On avait déjà parlé la semaine passée du plan de gestion de base. Okay? Ça, c'est important, donc je répète, ne pas prescrire des médicaments pour gérer les symptômes de stress aigu, mais évidemment, c'est un jugement clinique que vous allez faire. Is this right? Oui. Oh, hang on. Let me look at you. Yeah. Okay, great. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? Ben, on écoute bien la personne. C'est très important de donner un peu l'oreille. Hein. Il faut laisser la personne en parler. Souvent, la personne qui souffre a besoin de parler, mais pas juste ça. C'est à travers ce qu'il dit qu'on va évidemment retirer l'information pour notre évaluation. Donc, mais en même temps, il ne faut pas forcer la personne à parler, parce que souvent, la personne qui souffre de stress aigu, si on en parle trop, c'est un peu si on expose la personne une deuxième fois, une troisième fois au même traumatisme. Donc, c'est important de ne pas trop forcer, de ne pas poser trop de questions. On a juste besoin de savoir, il faut savoir assez, assez d'informations pour tirer l'information qu'il faut pour notre évaluation, mais pas trop pousser la personne à parler, à nous donner les détails. Donc, c'est important de demander à la personne elle-même quels sont leurs besoins, quels sont les besoins, quelles sont les préoccupations. Laissez la personne nous le dire, parce qu'ils le savent la plupart du temps. On les aide évidemment à répondre à besoins de base. C'est important d'avoir la famille autant que possible, les services qui sont là. Bon, je ne sais pas quels sont les services que vous allez avoir, évidemment ça change chez vous, à chaque clinique. Donc c'est important aussi de se faire peut-être une petite liste, chacun, pour savoir qui sont les gens auxquels on peut référer, quels sont les services dont on peut proposer. Donc, il faut donner une certaine protection, autant que possible, à cause du stigma qui existe en tout ce qui est santé mentale. Donc, c'est important de garder les informations de façon confidentielle. C'est très important. Et ça veut dire aussi ne pas partager avec la famille, ne pas partager avec même nos collègues. S'ils n'ont pas besoin de savoir, on ne partage pas ces informations. Donc, c'est ça quand on parle de protéger la personne, c'est surtout contre préjugés. Et ce sont les préjugés qui viennent si on en parle trop, si on partage l'information un peu trop. Donc, si la personne peut se retrouver dans une situation où, par exemple, dans les cas des viols, par exemple, hein, vous allez avoir beaucoup de préjugés. Autant que possible, on crée un soutien psychosocial d'abord. OK? Et les documents dont on vous a donné, vous pouvez référer aux documents MHK pour en savoir un peu plus sur ça. Donc, je ne vais pas répéter ça. Donner l'éducation, n'est-ce pas? Psychoéducation, c'est très important. Donc, parler aux personnes, à la personne pour dire, écoutez, c'est un peu normal. Les réactions qu'on a, la personne, souvent, ils ne savent pas. Ils disent, je ne suis plus moi-même.
je dormais facilement, je travaillais, je m'occupais de mes enfants, je faisais ce qu'ils faisaient, j'avais la joie. Maintenant, je ne peux plus. Donc, la personne ne se retrouve pas. C'est important de normaliser un peu ce qui est là. I think we lost our I'm seeing a letter here. Is everybody else? Sorry. I have two screens. Let me see what's going on. Let me see here. Good. Okay, sorry. That's okay. Alors, autre chose finalement de faire, c'est la prise en charge. C'est bizarre comme ça arrive à tout le monde. Je vis ça ici même au Canada avec en psychiatrie, dans les services psychiatriques, dans les services médicaux. On trouve que quand on trouve que la personne a une maladie mentale, ok, que ce soit la psychose ou le stress aigu ou la dépression, on s'arrête là, ok, on s'arrête à ce point. Et ça arrive pas à tout le monde, je pense que c'est normal que ça puisse arriver, donc j'aimerais répéter ça, c'est très important. Il ne faut pas oublier qu'on peut toujours avoir plusieurs maladies en même temps, okay? Que ce soit des pathologies physiques ou psychologiques, psychiatriques, c'est toujours pareil. Donc, il faut toujours bien regarder et évaluer pour les pathologies concomitantes. Okay? On peut avoir plusieurs, on peut avoir la dépression et le stress aigu. On peut avoir le stress aigu, la dépression et la psychose, ok? Et avoir mal aux pieds en même temps. Ça peut arriver, tout peut arriver en même temps. Il faut jamais oublier ça. Okay, so if you could go to the next slide. Okay. Alors, la prise en charge. Il faut qu'on soit patient et calme parce que devant vous, vous avez quelqu'un de très, très stressé. C'est très important qu'on nous-mêmes, on soit calme. Plus vous êtes calme, plus le patient devant vous va s'écouter. On a parlé de fait qu'il faut écouter, donc permettez aux gens de parler, de vous dire quels sont leurs problèmes. Il y a une expression en anglais où on dit il ne faut pas mettre le mot dans la bouche de l'autre. D'accord? Donc, ça, je ne sais pas si ça existe chez vous, la même chose. C'est ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas aider la personne à nous parler. Parce qu'à chaque fois qu'on aide, on essaie de l'aider, on essaie de faciliter la conversation. Mais quand on fait ça, on met notre mot dans la bouche de l'autre personne. Donc, ça donne un peu les idées. C'est comme si nous, on leur donne l'idée. Ça arrive très fréquemment. Donc, il faut savoir, il faut aider la personne à communiquer sans leur donner des idées, sans leur donner des mots dans la bouche qu'ils nous l'auraient dit. Okay? C'est important de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de notre patient lui-même et qu'on ne leur donne pas, qu'on ne suggère pas des symptômes. Évidemment, jamais forcer la personne. Il y a eu une très bonne question la semaine passée, à quel point on s'arrête. Hein? Donc, il faut savoir pourquoi, c'est quoi la raison. Quand on dit n'est pas forcer la personne à nous parler, pourquoi on dit ça? C'est parce qu'on faut exposer la personne une deuxième fois au traumatisme. Okay? Parler du viol, parler du mort. Si j'ai vu vous savez, la personne est passée par un événement très traumatique, on ne veut pas les réexposer à des mémoires. Si la personne ne vous parle pas, il y a une raison. Okay? Et il ne faut pas pousser. Souvent dans les cliniques, on n'a pas assez du temps, c'est normal, mais c'est important de donner le temps qu'il faut. Okay? L'évaluation psychologique, d'habitude, ça prend beaucoup de temps. Donc, il faut essayer de voir comment on peut avoir le temps suffisant pour accorder à cette personne quand on fait l'évaluation. Okay?
c'est important d'avoir un sentiment de contrôle hein, dans ce qui est stressant. Alors, on aide la personne à se sentir en contrôle. Okay? On ne pousse pas trop. If you could go to the next one, please. And the next one. And maybe the next one as well. Oh, next slide. Okay. Next. OK. Donc, la prise en charge, qu'est-ce qu'on a à faire, surtout si on essaie de ne pas donner des médicaments, prescrire des médicaments. Donc, on essaye d'aborder les stresseurs qui sont là, surtout quand c'est psychosociaux. On essaie de renforcer le soutien social autant que possible. Et on enseigne la gestion du stress, comment gérer le stress. Je voudrais vous parler aussi un peu des émotions, d'accord? Quelles sont les émotions? Qu'est-ce qu'on a entre, c'est quoi le lien entre les émotions et le stress? Évidemment, c'est surtout ça qui est très important dans les stress aigus. C'est surtout émotionnel. Donc, on a un événement qui nous arrive, quelque chose nous arrive, un tremblement de terre, un mort, un viol, n'importe quel événement très traumatique. Et il faut garder aussi ce qui me semble traumatique à moi ou à vous, n'est pas nécessairement traumatique à l'autre personne, n'est-ce pas? Et vous pouvez aussi avoir la personne qui est trop traumatisée parce qu'il a perdu son emploi. Pour moi, ce n'est pas très traumatisant, mais pour lui, c'est traumatisant. Donc, ce qui est traumatique, ça varie, n'est-ce pas? Donc, on a un événement, on a les émotions qui viennent avec cette expérience qui amène le stress. Alors, quelles sont les émotions? Donc, je vais regarder ça. Les émotions, il y a plusieurs théories, il y a plusieurs façons de voir les émotions. Il y a eu beaucoup de théoréticiens qui nous ont parlé de ce qui est des émotions. Donc, on a, par exemple, selon Plutchik, okay? Pour lui, il nous dit qu'il y a peur, colère, tristesse, joie, dégoût. Donc, on ne parle pas souvent de se sentir dégoûté. Ça aussi, c'est une émotion, on n'en parle pas souvent, mais ça aussi, c'est le dégoût qui nous arrive. Surprise, acceptation et anticipation. Okay? Donc, la peur, colère, tristesse, la joie, le dégoût, la surprise, acceptation et anticipation. Ça, ce sont les émotions qui ont été élaborées selon Plutchik. Mais vous avez aussi le Parrot, Monsieur Parrot. Selon lui, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la surprise, colère, peur, tristesse, étonnement, quand on est trop étonné, et le dégoût. Moi, j'aime beaucoup ça parce qu'on parle de l'amour. Souvent, on pense que l'amour, c'est quelque chose de positif. Évidemment, c'est positif. Les gens amoureux, les gens en amour, oui. Mais l'amour peut nous amener beaucoup de stress. Vous allez voir les amoureux dans une situation qui ressemble beaucoup au stress aigu et peuvent aussi avoir le stress aigu, n'est-ce pas? Donc, de quoi on en parle? La situation de divorce, par exemple, la situation des infidélités, okay? On se sent trompé, okay? Ça aussi, ça a à faire avec l'amour, qui amène après la tristesse, etc. Surprise, colère, tout ça, ça vient à cause de nos sentiments d'amour. Évidemment, vous n'allez pas avoir quelqu'un qui va venir vous dire je suis bien, je suis en amour, je suis amoureux, je suis amoureuse. Souvent,
quelque chose de positif. On ne voit pas ce côté-là dans nos cliniques. On voit le côté plutôt négatif. Mais ça aussi, c'est une émotion. Donc, vous pouvez avoir n'importe quel événement qui amène, qui est lié à une émotion, comme amour, par exemple, qui est d'habitude positive. Mais ça aussi, c'est une émotion qui peut vraiment nous amener le stress. Dans le cas de stress aigu, dans le réveil, on voit aussi la colère. La colère aussi est très fréquente. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on ne peut pas vraiment dissocier les émotions du stress. Il y a aussi une certaine façon de voir les choses et aussi du langage qui est utilisé pour décrire c'est quoi la colère, qui est souvent associé à nos émotions et le stress. Donc, quand on essaie de dire parler avec la personne, aborder le stresseur, demander à la personne de vous dire, écoutez-les bien. Pourquoi? On dit ça parce qu'on ne peut pas dissocier les émotions du langage. Donc, chaque personne va avoir sa façon de vous parler de ses émotions et de stress. Et ça, c'est une façon d'évaluer qui va vous donner beaucoup d'informations. Donc, toujours les émotions. Donc, quand il y a un événement, il y a toujours des émotions qui viennent avec. Et c'est les émotions qui nous donnent le stress. Maintenant, on parle des émotions, ben, je viens de parler, bon, l'amour, d'habitude, c'est positif, mais on voit aussi le côté négatif qui peut avoir le stress. Mais c'est quoi les émotions? C'est un appel à l'action. Les émotions sont un appel à l'action. Okay? C'est vraiment les moteurs qui nous poussent à agir. C'est un moteur qui nous pousse à faire quelque chose, agir d'une manière pour nous protéger, okay? Ou qui va contribuer à notre survie. Ça peut être à la survie de mon enfant, ma famille, mon bien-aimé, okay? Mais c'est pour nous protéger. Et ça vient avec un appel à l'action. Quand on a faim, on mange. Quand on est en colère, on attaque. Quand on a peur, nous fuyons. Okay? Alors, sans les émotions, on ne va pas agir, on ne va pas réagir. Okay? Donc, ils sont très importants. Et ils sont là dans notre cerveau vraiment à la base. C'est très important. C'est pas à la base de nos comportements. Alors, si la personne est en colère, on lui dit il ne faut pas être en colère. Ben, est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il va se calmer? Jamais. Quand on a faim, est-ce que ça suffit de dire ne pas manger? Il ne faut pas avoir faim, il ne faut pas manger. Mais non, la personne va le manger. Parce que c'est vraiment à la base, c'est notre survie, n'est-ce pas? C'est un appel à l'action. Donc, il faut toujours avoir ça dans la tête, ok? Les émotions sont des appels pour passer à l'action. Quand on est en amour, ben, on fait l'amour. Mais quand on est triste, c'est quoi l'action quand on est triste, la tristesse? C'est quoi l'action? C'est plutôt inaction avec la tristesse. Vous allez voir, avec la dépression, on voit que la personne va s'isoler. Okay? Cet isolement aussi, c'est pas une action. Quand on ne parle plus, on dit que c'est inactif. Mais quand je parle de l'appel à l'action, ça nous demande, ça nous pousse de faire quelque chose, d'agir d'une manière pour qu'on se protège. Alors la tristesse, la façon dont on se protège, c'est qu'on se met dans la maison, on s'isole. Ça, c'est une façon de nous protéger. Quand on ne travaille plus avec, je ne sais pas, avec les tremblements de terre, ce qu'on voit, c'est que les gens ne veulent plus passer par les bâtiments.
n'est-ce pas? Il y a aussi beaucoup de mémoire qui vient avec nos émotions. Vous allez voir les gens qui, par exemple, l'odeur du bâtiment, hein, quand il y a une construction, on est en train de construire des bâtiments, les gens ne veulent plus passer par là parce qu'ils ont peur. Okay? Même l'odeur du bâtiment, l'odeur, la poussière même des fois, okay? La poussière des bâtiments, parce que ça ramène des mémoires. C'est des souvenirs qui reviennent. Ça, tout ça, c'est lié à nos émotions. Et les émotions là sont là pour nous protéger. Alors peut-être quand je juste l'odeur, hein, où je vois des bâtiments ou la construction quelque part, même si il y a plus de, je suis plus en danger, c'est des souvenirs qui reviennent et les émotions qui viennent avec, qui nous dit il faut pas passer par ici. Donc vous allez voir. Donc, ce n'est plus un événement, maintenant c'est une mémoire. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas trop pousser la personne à en parler. C'est à cause des mémoires. Donc vous allez avoir un événement ou une mémoire de l'événement qui amène des émotions, qui amène le stress, n'est-ce pas? Et on agit dans le comportement qui vient avec. Alors, juste pour finir avec les émotions, c'est qu'il y a plusieurs parties des émotions. C'est une combinaison. Les émotions sont une combinaison qui ont formé de l'éveil physiologique et du contexte dans lequel on ressent l'émotion. Que ce soit simple ou pas, on ne peut pas séparer complètement nos émotions de base du langage qu'on utilise pour le décrire. Okay? Je suis en train de lire ça. Que ce soit une émotion simple ou pas, on ne peut pas séparer complètement les émotions de base du langage utilisé pour les décrire. Ça, en tant que psychologue, et quand vous allez faire du travail psychosocial, quand on travaille avec les émotions, c'est important d'utiliser le langage de la personne. Okay? Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Souvent, on peut simplifier les émotions, on peut simplifier les mémoires, on peut simplifier même le stress à cause du langage qu'on utilise. Maybe we could go next slide, please. OK. Donc, on a parlé du fait, ce sont aussi, ça fait partie, ils font partie du problème, ça fait partie des symptômes dont on a parlé, problème de sommeil. Ça vient avec un peu beaucoup de problèmes. Quand on a des problèmes psychologiques, le problème de sommeil est très commun, donc on a parlé de ça déjà. On peut donner des conseils sur l'hygiène de sommeil, la consommation de l'alcool, la consommation du café, la consommation de tabac. Tout ça, évidemment, ça a des effets sur le sommeil. Avoir une routine très régulière de sommeil, c'est très important. Aller au lit toujours en même temps et se réveiller, même quand on est fatigué, toujours en même temps. Même si on n'a pas pu dormir jusqu'à 6 heures du matin, se réveiller à 7 heures quand même. Tout ça, ça fait partie d'avoir une routine régulière ou l'hygiène de sommeil dont on en parle. If we could go to the next one, please. And next one. OK. On a parlé, je pense, juste à la fin, la semaine passée, on a parlé des enfants qui font pipi. Vous allez avoir un enfant de 12 ans, c'est peut-être normal, mais un enfant de 7 ans, 6 ans, 7 ans, c'est pas normal. Vous allez avoir un enfant qui a bien appris à être sec pendant la nuit, sans avoir de problème pendant quelques années, et là, le problème revient. Okay? Ça aussi, c'est un symptôme de stress aigu qu'on peut trouver chez les enfants.
Donc ça, c'est un revue. On n'en va pas parler trop. Next slide, please. Hyperventilation, c'est un autre symptôme qui peut arriver. Moi, j'ai pas vu ça très fréquemment, mais ça peut arriver. La personne qui va commencer à avoir hyperventilation, c'est un autre symptôme. Donc, s'il n'y a pas une cause physique, il faut rassurer la personne. Et c'est souvent quand on calme la personne, quand on fait de stress management, c'est surtout la relaxation, apprendre à la personne, éduquer la personne sur la relaxation. Ça aussi, c'est aussi avoir des respirations en profondeur. C'est très simple, hein? C'est très simple à faire, mais donner des idées à la personne comment le faire pour que la personne retrouve la respiration normale. And the next one. If you could go to the next one. OK, les symptômes dissociatifs. Évidemment, il faut voir s'il y a d'autres causes qui est possible. Les symptômes dissociatifs, on voit ça de façon fréquente avec le stress corporel, tout ce qui est corporel, surtout viol, mais aussi tout ce qui est traumatisme. Vous allez voir, la personne ne peut plus s'y porter nos mémoires même. Le souvenir, donc il y a une façon de dissocier. C'est parce que je ne suis plus là. C'est comme si je ne suis plus là, donc je me dissocie de ce qui est là devant moi, de ce qui est réel. Il faut avoir les investigations médicales, évidemment, nécessaires pour identifier les causes, s'il y a une cause physique, s'il y a quelque chose de neurologie, par exemple, ou l'épilepsie. Si c'est ça, évidemment, il faut évaluer pour vraiment voir est-ce que c'est vraiment de façon psychologique ou est-ce que c'est physiologique, neurologique. C'est un peu difficile avec les personnes qui sont dissociatives parce que vous allez voir, la personne il va pas communiquer, il va pas vous parler. Donc, c'est pour ça qu'on dit éviter de renforcer tout ce que la personne peut gagner si en ayant ces symptômes. Moi, je vous dis, ça n'arrive pas de façon très fréquente, ok? J'ai dit ça juste pour avoir en tête, mais il faut aussi ne pas trop douter la personne qui est devant nous. Évidemment, il faut avoir une investigation, il faut passer par ça, il faut évaluer la possibilité que la personne fait ça parce qu'il y a quelque chose, il peut obtenir quelque chose à cause d'avoir ces symptômes. Des fois, c'est qu'on gagne pour avoir l'amour de maman, l'amour de sa femme, l'attention, donc c'est pas très méchant. Mais ça peut aussi être autre chose. Hein. On peut gagner votre attention, vous, comme médecin, votre attention aussi, c'est très cher. Hein. C'est important pour la personne. Donc, c'est pas toujours très méchant, on fait ça parce qu'on en a besoin. Des fois, ça peut être plus que ça. Ça peut être parce qu'on peut gagner de l'argent ou parce qu'on ne va pas, si je suis de cette façon, on ne me demande pas d'aller au travail, je ne suis plus obligée de faire des tâches à la maison ou au travail ou ailleurs. Donc, il faut bien essayer de distinguer, garder en tête, ça n'arrive pas très, très souvent, c'est pas très fréquent et souvent, c'est pas très méchant. Et demander à la personne pourquoi, pour qu'il nous donne sa propre explication. Pourquoi tu ne pars plus? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ça t'arrive? Est-ce que tu pouvais donner une explication? Je dors plus, bah dis-moi pourquoi. Selon toi, c'est pourquoi? Que je peux plus manger, je veux plus parler. Okay? On demande, peux-tu me donner une explication sur tes symptômes? Les gens le savent. Et des fois, ils vont vous le dire. Pas toujours, mais on peut demander. On a les directives pour la gestion des symptômes somatiques, qui sont dans MH4, dans le document, c'est tout un autre module, donc on ne va pas entamer ici. Toute intervention qu'on donne, évidemment, doit être culturellement spécifique. Donc, pour vous, c'est plus simple. Si moi je viens en Haïti, que je veux donner
des interventions, pour moi, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'il y a quand même une différence culturelle. Mais aussi, souvent, la culture peut être différente même dans vos familles. Hein. On peut être dans le même groupe ethnique, mais on peut avoir la culture différente selon la famille, selon la façon d'être, selon la religion, par exemple. Okay? Donc, l'utilisation, l'intervention qu'on donne, il faut que ça soit culturellement assez sain et abordable. If we could go to the next one, please. And the next one. Alors, les points clés, la plupart des réactions à des événements qui sont potentiellement traumatiques ne deviennent pas des troubles mentaux. Okay? Mais certaines peuvent le faire. Quand c'est trop intense, hein, quand l'événement est trop intense, tremblement de terre par exemple, okay, ça peut le faire. Lors de l'évaluation, il faut aider la personne à se sentir en sécurité, n'est pas forcé à parler et fournir une psychoéducation sur les symptômes de stress aigu, juste un peu pour normaliser la situation. C'est normal qu'on ne puisse pas dormir, c'est normal qu'on n'a plus de joie, c'est normal qu'on a peur, par exemple, quand on passe par la construction de bâtiments. Okay? C'est normal, c'est la façon dont le cerveau est en train de réagir, ce sont nos émotions, et les émotions sont là pour nous protéger, même la colère. Okay? La tristesse, la joie, l'amour, n'est-ce pas? Il y a les positifs, mais il y a aussi la tristesse, la colère. C'est pas des émotions négatives, mais c'est des émotions dont on accepte plus difficilement. On a du mal à accepter, surtout la colère, parce que ça peut avoir, parce qu'on réagit. Hein? Quand je suis en colère, je réagis, j'attaque, et cette attaque peut devenir un peu violente. Donc, même ça, c'est normal. Évidemment, ça prend la prise en charge, il faut retrouver le contrôle de soi, mais c'est normal. Donc, pour nous, de savoir que c'est normal et dire à la personne et à la famille, c'est normal. Okay? Même si c'est pas positif, même si on ne veut pas l'avoir, mais c'est normal de l'avoir. If you could go to the next one, please. That's the end. Done with these slides. Let me I have a couple more things, more slides, but I'll just go here. Je vais vous parler de ce qu'on appelle de fight or flight response. If I could get somebody to translate that in French, si on peut avoir une traduction en français, ça sera bien. The fight or flight response. Anyone? Comment on le dit en français? J'arrive pas. Ah. En français, apparemment, ça fait une réponse de combat. Okay. Donc, quand on a un stress très important, on a envie, il y a une réponse, c'est physiologique qui nous arrive, on a envie de réagir de façon de combattre la personne qui est devant nous, ou on a envie de s'enfuir. Okay. Quelle est les personnes? Quand on a une expérience stressante, il y a plusieurs parties de notre cerveau qui s'engagent. On a le hypothalamus. Je ne sais pas, je vais les lire en anglais. Hein. Vous allez avoir le hypothalamus, adrenal gland. Donc, il y a plusieurs parties du cerveau qui
qui deviennent, qui font partie de cette expérience. Okay? Et puis, quand ça devient trop chronique ou quand c'est trop intense, ce sont ces parties du cerveau qui commencent à fonctionner de façon très intensive, et ça peut amener, qui peuvent nous amener les problèmes de troubles mentaux. Okay? Donc, il y aura beaucoup de tension. I'm going to attempt to share my slide here. Although we don't have time, eh? We want to leave a couple minutes for questions, but it's up to you. If you want to finish up, try sharing something quick. Okay. Let's see if I can share. No go. That's it. Ok, je pense qu'on va arrêter là. J'avais juste quelques photos pour vous montrer ce qui arrive chez les animaux. Hein. Juste des photos des animaux quand on voit quand un animal est stressé. Ce sont des photos qu'on peut très facilement reconnaître et juste savoir, juste pour vous démontrer un peu que c'est un peu pareil chez les animaux et chez nous, chez l'homme. Mon n'a pas le temps, je m'excuse, je n'arrive pas à partager. Il me semble qu'il y a une extension de Add Chrome extension qui manque sur mon ordinateur. Alors, on va se laisser un peu de temps pour les questions si vous voulez.